Vous êtes-vous déjà surpris à modifier vos choix juste pour plaire à quelqu'un? Peut-être vous avez déjà hésité à partager une idée ou pris une décision qui allait à l'encontre de vos valeurs pour éviter un conflit ou pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. Pourquoi, et j'en fais partie, cherchons-nous si souvent à obtenir l'approbation des autres? On vit dans une société qui valorise l'acceptation sociale. Sur le plan personnel, ça peut nous pousser à acheter une maison plus grande pour impressionner nos proches, à acheter une voiture plus luxueuse. Professionnellement, ça peut nous empêcher de défendre nos idées en compagnie des autres, en réunion, par peur du rejet. Et pourtant, cette quête constante d'approbation limite notre épanouissement et notre capacité à diriger. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va explorer pourquoi nous recherchons l'approbation des autres, comprendre les conséquences de ce comportement et découvrir des outils pratiques pour s'en libérer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Je suis Christophe Rousseau, ingénieur physicien, podcasteur, écrivain, coach certifié et apprenti druide. Alors pourquoi est-ce qu'on recherche l'approbation des autres? Qu'est-ce que ça cache en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? En fait, c'est un vrai phénomène de psychologie très, très connu, hein. Notre besoin d'appartenance, c'est un mécanisme ancestral à l'époque des tribus. Être rejeté signifiait un risque pour la survie. Aujourd'hui, même si le contexte a changé, en fait, on a toujours ce besoin de faire partie d'une tribu. Et la tribu, elle est multiple, hein. Il y a la tribu, au travail, il y a la tribu, professionnelle, il y a la tribu familiale, la tribu sociale. Et donc on fait souvent des choses à l'encontre de ce qu'on voudrait faire, à l'encontre de nos valeurs, comment dire? Pour faire plaisir, en tout cas c'est ce qu'on pense, à cette tribu ou à ces tribus. En fait, dès l'enfance, on est récompensé pour faire bien et on est puni par nos erreurs. Un exemple très simple, un enfant qui rapporte de bonnes notes, il est félicité devant la famille, renforçant l'idée que l'approbation des autres est essentielle pour se sentir valorisé. Dire non ou affirmer une idée différente peut être perçu comme un acte de confrontation et ça peut effrayer. Alors il y a des personnes qui sont, naturellement des gens qui aiment la confrontation, puis il y a des personnes qui naturellement n'aiment pas ça. Moi je fais partie de ces gens-là, je ne sup je j'ai horreur de la violence. J'aime pas la confrontation. Alors évidemment, j'ai appris en vieillissant que c'était important pour moi parfois de m'affirmer, de confronter mes idées, mais c'est vraiment pas quelque chose de naturel pour moi. Quand j'étais enfant, j'étais un enfant très, «sage» entre guillemets, très effacé, très, discret. Hem, en tout cas, c'est l'image que je renvoyais, hein, c'était pas tout à fait vrai. C'est resté très longtemps. C'est quelque chose qui est resté très longtemps. Alors 2 exemples très simples, hein, de ce type de comportement, hein. Dans le cadre professionnel, par exemple, un cadre, va hésiter à proposer une nouvelle stratégie en réunion par crainte que ses supérieurs le jugent d'avoir des idées irréalistes. Hem, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de pas oser proposer des idées à un moment ou à un autre parce que, par manque de confiance finalement, ou par peur de rejet, ou par peur de moquerie aussi, hein. Heu, en tout cas par peur de jugement. Hem, un autre, cas d'école, alors moi ça m'est arrivé, ça m'arrive encore hélas. Hem, j'ai un cercle social, j'en ai même plusieurs, mais en tout cas j'ai un cercle social avec des amis que je rencontre, on a créé un club, de gentlemen où on se réunit régulièrement, enfin chaque mois et il m'est arrivé, de me forcer à y aller. Alors c'est rare que je regrette, hein, mais il m'est arrivé de me forcer à aller à des soirées et en particulier celle-ci, mais pas que, hein, parce que, bah, par fatigue, voilà, pas envie, pas le moral ou je sais pas quoi et je me suis forcé à y aller. En tout cas, j'ai pas refusé d'y aller par peur de déplaire, par peur de me faire rejeter finalement. Et même pire que ça, c'est que les fois où je ne suis pas allé,
Plutôt que de dire, simplement la vérité, que j'avais juste pas envie, que j'étais pas en état ou peu importe, je trouve une excuse autour de: «Je suis malade, j'ai la grippe» ou «j'ai la gastro», enfin voilà. Ça m'est arrivé. Alors ça m'est arrivé de ne pas aller à des soirées, parce que j'étais vraiment malade, ça c'est clair. Mais ça m'est arrivé aussi de ne pas aller à des soirées parce que j'avais juste pas envie, et du coup j'y allais quand même, soit, contraint et forcé par moi-même, hein, ou soit j'y allais pas avec des excuses, bidons, et dans les 2 cas, c'est pas bon pour l'amour-propre, c'est pas bon pour la confiance, ça me fait pas plaisir de mentir à mes amis, parce que j'assumais pas forcément, le fait de pas avoir envie de sortir, hem, ce soir-là. Il y a une étude d'ailleurs, à l'université de Stanford en 2019 qui a révélé que 65 des personnes modifient leur opinion en réunion lorsqu'elles perçoivent que leur point de vue est minoritaire. Ce chiffre montre à quel point la peur d'être jugé influence mon comportement. Alors ça peut être des réunions professionnelles comme des réunions, sociales, hein, entre amis ou familiales, hem, pour pouvoir, comment dire? S'incorporer ou voilà, faire partie du groupe, parfois on ne va pas, exprimer son opinion qui peut être très différente de celle des autres, et moi j'ai fait partie de ces gens-là. C'est moins le cas maintenant, je suis quelqu'un de plus affirmé, mais pendant longtemps, j'allais même, abonder dans des opinions qui étaient totalement opposées aux miennes, juste pour ne pas, alors c'est pas une question de conflit, mais pour être mieux accepté finalement, enfin en tout cas c'est ce que je pensais, pour être mieux accepté dans un groupe. Alors quels sont les impacts et les bénéfices d'abandonner cette quête? Bah, premièrement, j'en ai parlé tout à l'heure, la perte de confiance en soi. Lorsqu'on se conforme constamment, on perd le contact avec ses propres désirs. Par exemple, un manager va éviter de donner un feedback négatif à un employé qui performe pas bien, par exemple, pour maintenir une relation harmonieuse. Moi, j'ai vécu ça quand je travaillais, dans l'industrie où, alors moi, je devais évaluer mes collaborateurs chaque année, et je me faisais aussi évaluer. Et dans cette entreprise, il y avait une espèce de statistique un peu forcée, je trouve, qui était assez désagréable d'ailleurs. Bon, on était notés comme à l'école, hein. On était notés de A à E, je crois. A, B, C, D, E. A étant, très performant, enfin, au-delà de ce qu'on attendait en fait, et E vraiment était une catastrophe. Enfin, vraiment, c'était en gros, si tu étais noté en E, tu te faisais virer le lendemain, quoi. Et puis, la moyenne a été considérée comme du C, mais comme le C a une connotation de pas si bien que ça, même si en théorie, c'est censé être bien. Le bien, c'est plutôt le B, alors que c'est le très bien. Et ben, quand on était noté C, on n'était pas très, enfin, ça avait pas une connotation très positive. Et dans cette entreprise, quand on faisait des évaluations comme ça, bon, comme j'avais une grosse population de personnes à évaluer, hein, alors directement ou indirectement, en tout cas dans mon équipe, il y avait plus de 200 personnes. Statistiquement, on devait avoir une espèce de gaussienne du A au E. C'est-à-dire qu'on devait avoir, peut-être, 2 de A, 5-10 de B, 50-60 de C, et cetera. Donc vous m'avez compris. Et sur une population de 200, c'est assez facile finalement. Sur une population de 10, c'est un peu plus difficile, et moi j'ai évalué mes dizaines de mes cadres, hein, j'en avais une dizaine, et je devais aussi respecter cette gaussienne, cette loi normale. Et le truc qu'on avait, parce ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on évalue la personne, on évalue ses performances, mais ça a un impact sur, son sa rémunération, sur son augmentation, en fait, hein. Évidemment que quand on est noté en A, on fait partie des super performants, on a une augmentation, de 5 à 10 par exemple, je ne sais plus exactement. Alors que quand on est noté en C, bah, on a une mini, augmentation de moins de 1. Puis à partir du D, c'est 0. Et on avait trouvé, et le truc, c'était de dire: «Ben, OK, on te note en D, mais on te donne quand même une augmentation pour, voilà, pour pas te brimer». Donc ouais, on essayait de contrecarrer le fait qu'on notait la personne en D avec plein de raisons argumentées, hein. C'était très concret, hein, par rapport à son cahier des charges et par rapport aux résultats qui étaient obtenus par la personne et son équipe. S'il était noté en D, c'est que c'était justifié. Mais en l'occurrence,
on n'assumait pas jusqu'au bout, et moi ça m'est arrivé, j'ai été noté une année en D. C'était l'année, très difficile pour moi, donc j'étais manager dans cette entreprise microélectronique. J'ai l'année de naissance de ma fille où, bah, elle a été hospitalisée pendant plus d'une année pour sa hanche, parce qu'elle est née avec une hanche luxée, et on va dire que j'étais pas vraiment dans un état, exceptionnel pour faire mon travail, et j'ai eu pas mal de comportements, agressifs, colère et cetera. Donc très difficile année, et ça s'est ressenti sur mon travail, hein, tiens, clairement, et mon chef m'a noté en D. Et j'ai pas du tout, aimé d'ailleurs, parce qu'ils ont pas tenu compte en fait, moi j'estimais qu'ils tenaient pas compte de mes problèmes personnels, mais évidemment ils avaient pas à en tenir compte, pour eux je devais performer, mais j'avais quand même eu une augmentation. Voilà. Voilà, petit donc on n'assume pas jusqu'au bout forcément ce genre de choses, et puis, donc ça c'est une vraie un vrai problème finalement. Il y a même une étude, hein, selon Gallup, une étude de 2022, qui dit que 82 des employés disent qu'un feedback constructif améliore leur engagement. Hem, Pourtant, beaucoup de leaders évitent ce dialogue. Enfin, on peut alors, la note, c'est très discutable, on est d'accord, mais on peut faire une évaluation, et comment dire? Et mettre en évidence des lacunes, en tout cas mais tant qu'on reste constructif, et constructif veut pas dire, «Oui, mais c'est quand même bien ce que tu as fait», ou je sais pas quoi, c'est de challenger et cetera, mais de rester quand même constructif et de pas juste dénigrer la personne. Il est évident qu'avec ça, on se sent plus engagé et on est plus en confiance avec, notre hiérarchie, notre travail. Et puis prendre des décisions non alignées avec nos valeurs, ça a vraiment des conséquences, heu, importantes, parce qu'on cherche à plaire souvent à des choix contraires à ce qui nous tient à cœur. Par exemple, alors moi ça je l'ai jamais fait, mais alors je dis pas que mon ami, on n'a pas les on a des valeurs un peu différentes, mais moi j'ai un ami qui estime que, en tout cas la voiture est considérée comme un une comment dire? Un élément qui reflète le statut social de la personne. Donc monsieur, cet ami, roule, uniquement en Mercedes, et puis pas une petite Mercedes, parce qu'il estime que ça reflète son statut social de directeur et cetera. Et moi ça me fait évidemment beaucoup rire. Moi c'est l'inverse. Moi j'ai décidé depuis plus de 4 ans maintenant, 5 ans, de rouler en voiture électrique, parce que ça correspond à mes, voitures électriques françaises, j'insiste, parce que ça correspond à 2 de mes valeurs importantes. C'est, bah, le fait d'acheter français parce que je suis français et que j'estime que, je dois participer, à comment dire? À l'économie française, et puis électrique parce que, bah, pour les questions écologiques et d'environnement. Même si certains vont trouver ça discutable, moi, c'est ma conviction. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de bien en faisant ça. Donc j'ai et même si c'est pas les voitures les plus fiables et qu'on est embêté et cetera, je reste attaché à mes valeurs, mon éthique. Donc on peut, j'aurais pu faire un choix différent, mais non. Moi, j'ai décidé d'aller dans ce sens, en tout cas pour ce côté-là. Mais on peut, tout à fait faire des choix, totalement contraires à nos valeurs, juste pour, montrer une image qui n'est pas l'image de soi. Un autre exemple, ben, c'est là par contre je peux en parler parce que je m'en suis rendu compte quand même il y a quelque temps maintenant. C'est l'exemple des réseaux sociaux où on partage, en particulier sur Instagram, Facebook, surtout sur Instagram parce que c'est vraiment l'image. On partage des jolies images, des choses qui nous arrivent quand on voyage, ou quand voilà, on achète une nouvelle voiture, peu importe, voilà, quand on rencontre quelqu'un. Des on L'image qu'on donne sur les réseaux sociaux est évidemment totalement différente de la vraie vie, parce que la vraie vie, c'est pas ça tous les jours. On n'est pas tous les jours en voyage. Le matin, on se lève, on va au travail, c'est dur, il y a des jours où on n'a pas le moral et cetera. Ben, on va pas se prendre en photo ces jours-là. On va se prendre en photo quand on part en montagne, quand on va faire une balade dans la forêt, quand on va aller faire des raquettes, pour illustrer, combien on est, connecté à la nature et combien ça fait du bien et cetera et cetera. Et ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, mais c'est pas que ça, mais on ne poste pas les mauvais moments de la vie parce que ça on pense que ça intéresse pas les autres. D'ailleurs, enfin, je veux dire les émissions à succès, c'est toujours, soit des personnes riches et on aime savoir comment ils vivent ces riches, soit c'est des personnes très belles et on aime voir quelles sont comment ils gèrent leurs relations.
Voilà, on cherche vraiment l'image, hein. On est dans une société de l'image et c'est dommage parce que c'est pas la vraie vie. Et puis et du coup, jouer des rôles multiples pour satisfaire tout le monde, c'est épuisant et ça peut amener au burn-out. Donc évidemment, c'est extrêmement, déconseillé et c'est pas facile. Alors quels sont les bénéfices de se libérer de ce besoin? Bah, premièrement, de s'aligner avec ses valeurs, en tout cas d'être en cohérence, complètement aligné et ça se voit sur, la façon dont on se comporte finalement, dans la façon dont on se tient, la façon dont on rayonne. Être fidèle à soi-même renforce la confiance en soi et ça inspire le respect. Heu, je prends un exemple, par exemple, une collègue, enfin une dirigeante d'entreprise qui a décidé de réduire les heures supplémentaires dans son entreprise, malgré les critiques, initiales de son comité de direction, pour privilégier le bien-être des employés. C'est-à-dire limiter les heures sup pour que les personnes, de manière automatique, ne se sentent pas obligées de faire des heures supplémentaires et du coup que la vie privée en pâtisse. Et ça, c'est un bel effort d'une dirigeante et le résultat, c'est que les gens, ont augmenté leur productivité sans faire plus d'heures sup, hein, de 15 en quelques mois, en 3 mois, du fait qu'elle a limité le nombre d'heures supplémentaires. Donc ça, je laisse méditer aux chefs d'entreprise. Laisser les gens faire des heures supplémentaires, en tout cas, les laisser en pensant que de toute façon, c'est leur choix, c'est eux qui décident, bah, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis ça permet aussi donc l'alignement des valeurs et aussi une prise de décision efficace. Les leaders perçus comme assertifs augmentent de 20 la satisfaction de leur équipe selon une étude de 2020 de Harvard Business Review. Alors quelques exemples de leaders ou de figures inspirantes qui ont toujours suivi leur ligne directrice, à contre vents et marées finalement. Bah, le 1 c'est Steve Jobs. Alors c'est pas le meilleur manager de la terre, on est d'accord, mais par contre, ce qu'on peut lui accorder, c'est qu'il avait une vision. Et il a maintenu sa vision du design minimaliste pour Apple tout au long de sa carrière professionnelle. Il en a même perdu à un moment les rênes de son entreprise et puis il est revenu. Et grâce à ça, il a quand même créé une marque, bah, hors du commun quoi, exceptionnelle et un succès mondial. Parce qu'il s'est attaché à cette idée de base que, ces outils, ces produits, hein, devaient être beaux, et faciles à utiliser. Un autre exemple, c'est Brené Brown. Alors Brené Brown, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chercheuse et auteure américaine renommée qui est spécialisée dans l'étude de la vulnérabilité, du courage, de l'empathie et de la honte. Elle est professeure à l'université de Houston et a fait des TED Talks, hein, des conférences, sur la vulnérabilité. Elle a écrit plusieurs best-sellers, dont Braving the Wilderness, dont on va parler un peu plus tard. Donc elle défend la vulnérabilité comme un levier de connexion humaine, affirmant que chercher l'approbation des autres masque souvent nos vraies forces. Alors j'ai un exemple personnel à partager parce que celui-là, je le trouve, fantastique, et je suis très admiratif. Je vais parler de Adélaïde. Adélaïde, alors si vous avez pas écouté, si vous êtes nouveau dans le podcast, si vous n'avez pas écouté mes saisons précédentes, Adélaïde, j'en ai déjà parlé. Ça fait partie de ces personnes, ce que j'appelle mes belles sorcières, bienveillantes. C'est celles qui m'ont c'est fait partie de ces femmes qui m'ont aidé à traverser des périodes difficiles et qui m'ont aidé à grandir. Et donc elle habite juste en face de moi, c'est ma voisine, hein. C'est Adélaïde qui, m'a guéri de mon burn-out, grâce au reiki. Et Adélaïde, ce qu'il faut savoir, que c'était, une ingénieure qualité. Elle a travaillé 18 ans dans l'industrie pharmaceutique et elle a arrêté du jour au lendemain et elle a monté son cabinet de thérapeute énergéticienne. Elle fait des massages énergétiques, elle fait plein de soins énergétiques. Elle faisait du reiki, elle a fait un peu moins de reiki maintenant parce qu'elle utilise sa propre énergie, mais voilà, elle a créé son cabinet. Elle a une large gamme de soins, élaborés, efficaces, qui sont, très personnalisés finalement et et j'aime beaucoup sa philosophie, hein, qui est, je reprends ce qu'elle dit, hein: «Vis tes passions, écoute ton cœur et ton corps, trouve en toi tes propres ressources, habite en ton fort intérieur, avance avec toi et marche sur le chemin que tu as choisi». Et Adélaïde, elle a choisi de marcher sur son chemin et maintenant voilà, son cabinet ne désemplit pas, donc elle a énormément de succès dans son travail. Elle est très, très créative. Et évidemment qu'elle ne regrette pas du tout d'avoir abandonné sa carrière, dans l'industrie pharmaceutique, carrière qui était brillante d'ailleurs, hein, pour suivre sa passion et s'aligner avec ce qu'elle pensait être.
Donc je trouve que c'est un bel exemple. Évidemment, un autre exemple, c'est le mien. Alors moi, j'ai pas quitté mon travail, mais j'ai décidé de créer, mon podcast il y a quelques années, Leadership Holistique et maintenant le Lean Holistique, pour transmettre un peu, les des différentes expériences de ma vie, d'ingénieur, d'apprenti druide, de connexion spirituelle, mais aussi de quelqu'un de très productif et de très organisé, de très carré, très ingénieur scientifique. J'ai décidé de partager ça aussi avec vous et hem et d'écrire, à propos de tout ça et ça fait partie de ma vie maintenant et j'en suis très heureux. Donc on n'est pas forcé d'abandonner son travail, c'est pas justement, j'aime bien donner ces 2 exemples parce que moi j'ai pas abandonné mon travail, bien au contraire. Parce que je travaille dans un hôpital et que je suis responsable qualité et que ça complète la palette de qui je suis en fait, hein. Ça fait partie de mon ikigai et même si parfois c'est difficile, d'aller au travail le matin, j'entends. Voilà, mais c'est voilà, l'alignement avec ses valeurs. Alors je vous propose quelques outils pratiques pour cultiver l'indépendance émotionnelle parce que c'est ça dont il est question finalement, c'est comment on apprend à dire non, comment on devient émotionnellement indépendant, comment on s'affirme. Ça ne veut pas dire être contradictoire tout le temps, même si en bon français, j'avoue que j'aime bien ça, mais d'aimer le débat et puis de se positionner, de s'affirmer en tant qu'être humain avec ses convictions, et ses émotions, c'est hyper, hyper important pour la confiance en soi et pour l'équilibre personnel. Donc, par exemple, alors ça c'est vraiment alors il y a un enseignement druidique, dans ce que je vais vous donner maintenant. À chaque décision, pose-toi ces 4 questions. Est-ce que ça reflète mes valeurs? Ça, c'est la première. La deuxième, est-ce que ça contribue à mon bien-être? Et la troisième, c'est est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Et la quatrième, en fait, comment dire? Ça reprend les 3 en fait, c'est l'enseignement druidique vraiment en tant que tel, c'est est-ce que cette décision apporte la paix? La paix intérieure pour moi et la paix extérieure pour les gens qui m'entourent et pour le monde. Ça, c'est vraiment un bel enseignement, druidique. C'est chaque décision c'est peut-être la seule question à retenir finalement. Est-ce que ça apporte de la paix? Et je trouve que c'est une question magnifique. Après le deuxième outil, ben, j'en ai déjà parlé plein de fois dans les podcasts, mais je martèle, c'est de pratiquer le journaling, un bon en bon français, hein, d'avoir un journal et de noter le soir, une action où, vous avez, priorisé vos besoins, vos valeurs, plutôt que de plaire aux autres. Par exemple, est-ce que j'ai dit non à une réunion inutile ou à une, invitation auquel je n'avais pas envie d'aller pour me concentrer sur un projet important ou pour me concentrer sur ma santé, mon repos? Est-ce que j'ai dit non à un deuxième verre de vin? Est-ce que j'ai dit non à quelqu'un, qui voulait me faire faire quelque chose dont je n'ai pas envie et qui n'était pas en accord avec mes valeurs? Voilà, c'est tous les jours, on fait des petites choses et puis des fois, est-ce qu'on s'est dit non à soi-même, hein? Parce que, si vous faites partie de ces personnes, comme moi qui avaient de la peine avec le dire non, mais surtout qui ont envie de rendre service, il y a des jours où on n'est pas en état. On n'est pas en état, soit d'entendre, soit d'être là à l'écoute, soit d'être présent pour quelqu'un qui en a besoin et c'est terrible, mais ça arrive et c'est important de dire à cette personne: «Écoute, aujourd'hui, je ne suis pas en état. Je ne suis pas capable de t'écouter», ou alors c'est la 15e fois que tu me racontes la même histoire et maintenant ça suffit. Être capable de dire à la personne ou les personnes, hein, mais les personnes qui vous sont proches, non, parce que pour votre propre santé mentale ou physique d'ailleurs, vous n'êtes pas en état, ce jour-là, d'être là pour les autres et c'est OK. On n'est pas obligé d'être là tout le temps. Même si on a ce cœur de mère Teresa, on n'est pas obligé d'être là tout le temps pour les autres. Alors quelques affirmations ou de l'ancrage, pratiquer les affirmations et l'ancrage positif. Par exemple, répéter chaque matin: «Je suis suffisant tel que je suis». S'accepter tel qu'on est. Je vous dis ça, moi le premier, hein, je suis pas un exemple formidable par rapport à ça, j'ai encore beaucoup de travail par rapport à ça.
On peut utiliser un objet, un bracelet ou un objet, une pierre ou voilà, comme ancrage pour se rappeler quelle est sa valeur intrinsèque. Moi, j'ai mon collier là, avec ma pierre, ma labradorite et ma rune, voilà, et je la porte tous les jours parce elle m'aide à être en confiance et elle m'aide tous les jours à me rappeler qui je suis, en tant que druide, entre autres. Quelques ressources supplémentaires, quelques livres, que je pourrais vous recommander. Alors j'en ai parlé d'un tout à l'heure, c'est celui de Brené Brown, «Braving the Wilderness». Hem, je vous le mettrai dans les descriptions de ce podcast, de cet épisode. Et puis un autre très connu, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je vous rappelle, ça n'empêche pas d'acheter le livre parce que c'est un petit livre, il est facile à lire, mais les 4 accords Toltec, ce sont les 4 suivants: que votre parole soit impeccable, numéro 1. Numéro 2, n'en fais pas une affaire personnelle. Numéro 3, ne faites pas des suppositions. Et numéro 4, faites toujours de votre mieux. Alors ça, franchement, si vous pouvez, acheter un poster ou, les écrire quelque part, c'est absolument magnifique, je trouve. Heu, c'est c'est un livre super facile à lire, je le conseille à tout le monde. Vraiment, magnifique, philosophie de vie. Et puis, pour finir, évidemment, il y a mon podcast Leadership Holistique. Si vous n'avez pas écouté tous les épisodes précédents, il y en a plus d'une centaine. Je vous invite à les écouter, parce que j'y partage énormément de sagesse, de philosophie, de concepts scientifiques et spirituels et ça fait partie de ces choses que j'offre aux autres parce que ça me met en paix. Alors voilà, pour résumer cet épisode, très simplement, petit plan d'action, identifier les situations où, on recherche l'approbation des autres. Reconnaître les conséquences négatives de ce comportement. Et troisièmement, cultiver des pratiques qui renforcent votre alignement avec vos valeurs. Et je te donne comme défi pour cette semaine, prends une décision ou une action où tu vas prioriser tes besoins sur l'approbation des autres. Et partage ensuite ça, ce que tu as ressenti. Ça sera très intéressant de le partager soit dans le groupe Facebook, du leadership holistique, soit, sur les commentaires de la chaîne YouTube si tu écoutes, si tu regardes ce podcast sur YouTube. Donc je t'invite à me rejoindre évidemment dans le groupe, Facebook du leadership holistique pour partager ton expérience et dans le prochain épisode, je vais explorer avec vous, avec toi et avec l'ensemble des auditeurs, ma quête personnelle de sens et de raison d'être. Vaste sujet, ça va être passionnant encore une fois. Donc je te remercie, je te souhaite une belle semaine, je te retrouve la prochaine semaine et en attendant, prends soin de toi.